philosophes, surtout Aristote. Donc, Aristote, il a fait, disons, il a créé un ouvrage, je ne me rappelle pas de son nom, et c'est les Arabes qui ont, c'est-à-dire, c'est grâce aux Arabes, surtout le, donc durant l'état donc de Khilafah al-Abbasiyya, donc les Arabes, ils ont traduit l'ouvrage. Bien sûr, ils ont fait donc des inspections. Ils ont trouvé cet ouvrage, ils l'ont traduit donc en arabe. Et durant donc ça veut dire l'existence des musulmans dans l'Espagne, bien sûr, il y avait des échanges entre les Européens et les Arabes. Les Européens, ils ont pris le bouquin d'Aristote et il a fait donc, disons, le premier travail qui couvert la logique informelle. Je vais faire la distinction entre les deux, logique formelle et informelle. Donc, je commence avec une définition. Discipline, logique mathématique ou bien logique formelle, c'est une discipline qui s'intéresse à l'étude des méthodes et des modèles de raisonnement valides. Donc, il y a un mot-clé ici, raisonnement. Il y a un deuxième mot-clé, valide. Bon, puisque c'est une discipline, on va s'intéresser à un certain nombre d'algorithmes. Donc, lorsqu'on dit méthode, ça veut dire des algorithmes, on va étudier des algorithmes dans ce module. Au moins 3 ou 4 algorithmes, on va les faire en détail. Alors, quand on dit modèle, ça veut dire on va proposer des fonctions, donc des ensembles, un certain nombre de concepts pour faire le raisonnement. Et le cœur d'étude, ce qu'on va étudier de manière ça veut dire approfondie, c'est ce qu'on appelle raisonnement. Bon, en arabe, raisonnement, c'est istidlal ou al-burhan. Bon, vous avez plusieurs synonymes. Et surtout, ce qui est important ici, c'est de faire la distinction entre les raisonnements invalides et les raisonnements valides. Et c'était ça l'objectif principal de Aristote. Ça veut dire, certes, Aristote, il a fait une logique qui est informelle, qui n'était pas formelle à 100%. Hein. Pour cette raison, je l'appelle informelle. Hein. Vous pouvez dire que c'est 50% formel et 50% informel. On peut la considérer comme étant informelle, puisqu'il y a de l'ambiguïté dans cette logique. L'objectif d'Aristote, c'était quoi? C'est de séparer entre les raisonnements valides et les raisonnements invalides. Alors, c'est quoi un raisonnement valide? Valide, on va dire c'est quoi un raisonnement. Raisonnement, pour nous, tout simplement, c'est un ensemble de phrases, un certain nombre de phrases, par exemple, phrase 1, phrase 2, phrase 3, jusqu'à, par exemple, phrase 1, telles que si je considère les phrases 1 jusqu'à n-1 comme étant des conditions et la dernière phrase comme étant une conclusion, alors le raisonnement, tout simplement, c'est comment produire une nouvelle phrase qui est, par exemple, toujours vraie à partir d'un certain nombre de phrases qu'on va appeler conditions ou bien prémices. Alors, le tout, on va l'appeler raisonnement. C'est-à-dire, depuis la phrase 1 jusqu'à la phrase 1, c'est-à-dire les conditions plus la conclusion, on va les appeler raisonnement. Et parfois, on peut avoir des raisonnements complexes. C'est-à-dire, je fais raisonnement 1, par exemple, condition 1 et condition 2 qui vont me donner conclusion 1. Ensuite, conclusion 1, je vais la considérer comme condition 3 pour un deuxième raisonnement. Je vais ajouter une condition 4 et je vais conclure ou la créer une deuxième conclusion. Alors, dans ce cas-là, ça, c'est un raisonnement complexe dans lequel il y a certaines phrases qui sont considérées juste comme des conditions. Il y en a d'autres phrases qui sont considérées comme des conclusions. Il y en a d'autres phrases qui sont considérées comme conclusion et condition. Conclusion d'un premier raisonnement et condition d'un deuxième raisonnement, et ainsi de suite. Grosso modo, un raisonnement, tout simplement, c'est quoi? C'est un groupe, bien un ensemble, bien une séquence d'énoncés, ou bien de déclaration 1, 2, 3, jusqu'à, par exemple, déclaration, par exemple, 10. Je suppose que mon raisonnement contient 10 déclarations. En général, toujours la dernière déclaration, on va la considérer comme la conclusion. Et c'est possible que les N-1 premières déclarations, on va les considérer juste comme, ou tous comme des conditions. Et si tu composes plusieurs raisonnements, certaines phrases ou certaines conditions vont jouer un double rôle, condition et conclusion en même temps. Conclusion d'un raisonnement précédent, ou la raisonnement ou bien argument, c'est la même chose. Hein. Parfois, vous allez trouver le terme argument.
Pour moi, un raisonnement, je peux l'avoir comme étant une composition d'arguments. Argument, c'est un raisonnement élémentaire. Alors, je vous donne des exemples pour éclaircir. Donc, je vais changer le partage. Voilà. Alors, s'il y a un problème, il faut m'interrompre. Hein. Alors, je change le partage pour vous montrer des exemples. Est-ce que la page de ce document Word, est-ce qu'elle est visible pour vous? Oui. J'ai 3 exemples. Hein. Alors, ça, c'est un raisonnement. Je vais le lire. Raisonnement, vous avez, dans ce raisonnement, ou lorsque le raisonnement est élémentaire, ça veut dire qu'il y a une seule conclusion, on va l'appeler argument. Hein? Et Aristote, il a créé un type particulier d'argument que l'on appelle syllogisme. Un syllogisme, c'est tout simplement un argument qui contient exactement trois phrases. Donc, à chaque fois que vous avez 3 phrases, il y a des styles assez c'est-à-dire prédéterminés pour ces phrases-là. Alors, à chaque fois que vous allez trouver 3 lignes qui vont respecter une certaine forme, les 3 lignes, on va les appeler syllogistes. Alors, Aristote, il a scanné, ou il a, disons, filtré, environ 256 arguments possibles, ou la raisonnement possible. Parmi les 256, il a découvert qu'il n'y a que 24, qui est 24 raisonnements ou bien arguments qui sont valides. Valide, ça veut dire à chaque fois que les conditions sont vraies, forcément la conclusion elle est vraie. Elle est toujours, c'est-à-dire je ne peux pas créer une conclusion qui peut être fausse en fonction de conditions qui sont toujours vraies. Et c'est ça ce que cherchait donc Aristote et ce qu'on cherche même dans le module تاعنا, donc logique mathématique. On essaie de créer des raisonnements valides ou bien faire la distinction entre les raisonnements qui sont valides et les raisonnements non valides. Donc la validité, c'est la propriété fondamentale. On va voir d'autres propriétés importantes telles que décidabilité, telles que complétude, telles que donc, consistance et ainsi de suite. Ça veut dire, grosso modo, dans la logique mathématique, on essaie de créer des raisonnements. Ça veut dire des méthodes qui vont créer des conclusions qui sont toujours vraies lorsque les conditions sont supposées comme vraies. On a le premier exemple d'un argument qui est valide. Tous les boxeurs sont des athlètes. C'est la première phrase. Deuxième phrase, tous les athlètes sont des sportifs. Troisième phrase, tous les athlètes sont des sportifs. Donc ça, c'est la conclusion, ce que je vais déduire. Hein? Ce que je vais déduire à partir des 2 premières phrases. Alors, les phrases qui contiennent exactement 3 éléments qui ont cette forme all A are B's. Donc, on a le A. Monsieur, Oui. monsieur, il y a une erreur dans la phrase. La dernière phrase, c'est censé être tous les boxeurs sont des sportifs. Voilà, je m'excuse. Hein. Oui, parce que je l'ai créé juste maintenant. Parce que le Ghalib, Teams, tu as raison. Teams, c'est difficile de faire les exemples. Hein. J'ai le PDF. Le PDF, il ne va pas montrer ça veut dire, tous les problèmes ou toutes les choses délicates que contient le cours ou tous les exemples. Je ne peux pas, ça veut dire, créer à la volée des exemples. Je suis obligé de faire des exemples à la volée. نستعمل parfois le Word ou le غالب هذا هو le maximum que je peux faire. Donc parfois il y aura des oublis. Donc c'est bien sûr, par transitivité, c'est tous les boxeurs sont des sportifs. Tu as raison. Donc il y a un mot commun entre les 2 phrases, c'est athlète. Donc Aristote appelle le mot commun entre les 2 phrases comme étant middle term, ça c'est middle term. Sportif, il va l'appeler major term, the major term. Ou boxeur, ça veut dire le sujet à la conclusion, il va l'appeler minor term, ou bien le terme mineur. Le prédicat, la conclusion à la conclusion, c'est-à-dire la conséquence à la conclusion, il est sportif dans ce cas-là, il va l'appeler major term, ou bien le terme majeur. Et le mot qui est partagé entre la première et deuxième phrase, il va l'appeler middle term. Ça, c'est juste des choses historiques. Ça, c'est un argument valide. Alors, Aristote, pour vérifier que cet argument est valide, il a proposé environ 6 règles.
parce que avec la logique n'était pas formelle. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser la table de vérité, on ne peut pas utiliser des choses vraiment mathématiques. Donc, bien sûr, dans notre cours, il y a un moyen formel pour... il y a la table de vérité, ça veut dire pour dire si cet argument est valide ou non, c'est-à-dire est-ce que la phrase peut être fausse, sachant que première et deuxième sont vraies. Est-ce que le cas est possible? Si ce cas-là est possible, ça veut dire que le raisonnement est non valide ou bien invalide. Alors, heureusement, dans le premier chapitre, on a des moyens, les voir la table de vérité ou bien théorie de modèle, pour trancher si ce raisonnement ou bien argument est valide ou non. Bon, le raisonnement est valide. Alors, la logique informelle, elle va utiliser, disons, là, elle va parfois rentrer dans le sens des termes. C'est-à-dire pour dire si ça veut dire, un raisonnement possède un sens ou non. C'est-à-dire, parce que parfois, je peux conclure n'importe quoi. Je peux conclure, c'est-à-dire parfois, ça veut dire la condition, elle est vraie. La deuxième condition, elle est vraie. Disons, je respecte. Donc, je vais quand même dire un mot sur cette forme. Alors, première ligne, elle représente la forme suivante. All A's are B. Ça veut dire tous les A sont des B. Deuxième ligne, c'est tous les B sont des C. Troisième ligne, c'est tous les A sont des C. Disons, c'est ça, c'est la forme canonique ou la forme standard de cet exemple. Donc, le A va représenter boxeur, le B, c'est athlète, et C, c'est sportif. Hein? Donc, Aristote, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé des règles pour dire à la fin que ce raisonnement-là, all A are B's, all B's are C's, et all A's are C's, c'est valide. Bon, actuellement, on a la table de vérité, surtout pour le premier chapitre, et d'autres moyens dans le deuxième chapitre, pour dire que ce raisonnement, ou bien cet argument est valide. Mais puisque Aristote n'avait pas les moyens formels, n'avait pas les moyens mathématiques, il a introduit juste des heuristiques, c'est-à-dire des astuces, pour dire si c'est un raisonnement informel ou non, ou parfois, et c'est la raison pour laquelle la logique n'était pas formelle, il était obligé de connaître le sens des mots. Donc, dans la logique mathématique ou la logique formelle, je ne suis pas obligé de connaître le sens de A. Je ne suis pas obligé de connaître le sens d'un boxeur. Qu'est-ce qu'elle signifie pour dire que ce raisonnement est formel ou non. Donc, malheureusement, bon, pour cet exemple, ce n'est pas le cas. Pour d'autres exemples, Aristote, il a besoin de savoir le sens exact de A ou de B ou de C pour à la fin dire que le raisonnement est valide ou non. Donc ça, c'est le motif qui qualifie la logique d'Aristote comme étant informelle. C'est-à-dire à chaque fois que je suis obligé de connaître le sens des mots pour trancher à la fin si mon raisonnement est valide ou non, la logique elle n'est pas formelle. C'est-à-dire تحتاج المعنى، خاصنا نعرفوا المعنى تاع الكلمات. في logique formelle, non. Je ne suis pas obligé de connaître le sens des mots. Il faut avoir juste la forme. Si je connais la forme des phrases, all A's are B's, all B's are C's, all A's are C's, ça c'est suffisant pour dire si un raisonnement donc, est valide ou non. Donc maintenant, je vous donne deux exemples de raisonnement non valide, juste pour faire, ça veut dire simplifier l'objectif du module pour l'ensemble des étudiants. Et puis, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce module. Ou bien sûr, peut-être que les exemples ils paraissent comme étant, ça veut dire, naïfs ou trop simples, mais il faut me croire qu'avec donc, la logique mathématique, on peut faire des choses, ça veut dire, vraiment donc, sérieuses et ça veut dire nécessaires, des choses nécessaires pour le fonctionnement donc, de pas mal de machines. Je juste un exemple. Maintenant, la voiture ou l'avion, elle possède beaucoup donc, de calculateurs et beaucoup de logiciels. Par exemple, un avion moyen, il possède au minimum 100 calculateurs. Et si chaque calculateur contient un seul programme, vous avez au minimum 100 programmes qui tournent sur ces avions. Une voiture moyenne,
bien sûr, bien sûr les voitures récentes. Bien sûr, je parle des constructeurs, ça veut dire qui font de l'embarqué aussi. Hein. Comme des exemples, Toyota ou la Volkswagen, Mercedes, et les marques, ça veut dire utilisent des logiciels embarqués. Hein. Je ne parle pas des anciennes voitures hein, ou les voitures analogiques. Mais je dis comme Accent Qadima, bien sûr, ne contient peut-être aucun logiciel, mais à partir d'une certaine date, il y a au moins un logiciel qui tourne sur un véhicule. Bon, en moyenne, tu peux avoir 30 calculateurs par voiture. Et chaque calculateur doit avoir au moins un programme, ce qui te fait 30 programmes. Donc, tous les programmes, il faut les tester ou il faut s'assurer qu'ils sont ou qu'ils ne font pas d'erreur. C'est-à-dire, un logiciel qui tourne sur un avion ou un bateau ou un véhicule, c'est-à-dire un logiciel qui ne tourne pas sur un PC normal ou sur un laptop standard, mais qui tourne sur une machine externe ou là, dans un environnement externe. Donc, il faut s'assurer qu'il ne contient pas d'erreur. Alors, comment s'assurer que le logiciel ou bien il est valide, il ne contient pas d'erreur? Tout simplement grâce aux algorithmes logiques, c'est-à-dire les algorithmes que l'on va voir, que ce soit en premier chapitre ou le deuxième chapitre. Donc, soyez sûr qu'il n'y a pas de logiciel livré ou embarqué dans un avion sans qu'il soit testé avec un algorithme basé sur la logique mathématique. Sur l'exemple 2. Alors, l'exemple 2, il possède la forme suivante. Hein. Heureusement, même Aristote, il a bien vérifié que le deuxième argument, some as are b's, some b's are c's, et some as are c's. Donc, la conclusion, c'est la troisième. Donc, c'est bien clair que cet argument, il est non valide parce que tout simplement, c'est possible d'avoir une condition qui est vraie, et une première condition qui est vraie, une deuxième condition qui est aussi vraie, mais une conclusion qui est fausse. Si tu peux avoir un cas pareil, donc le raisonnement est non valide. Voilà l'exemple. J'espère que je n'ai pas fait des erreurs ou bien des oublis. Voilà, en principe, je n'ai pas fait des oublis. Donc, l'exemple, c'est suivant. Donc, en A, c'est les animaux domestiques. Le B, c'est les animaux volants. C, c'est les animaux sauvages. Donc, certains animaux domestiques sont des animaux volants. Donc, je peux avoir des exemples. Les pigeons, par exemple. Certains animaux volants sont des animaux sauvages. L'aigle, par exemple. Et maintenant, la conclusion, c'est certains animaux domestiques, c'est-à-dire si je fais la transition, c'est-à-dire le terme commun, c'est le B, les animaux volants. Par transition, est-ce que je peux déduire que certains animaux domestiques sont sauvages? Donc, c'est déjà une phrase contradictoire. Domestique, c'est l'inverse de sauvage. Donc, c'est bien clair que cet argument, some as are bees, some bees are seas et some as are seas, alors il est bien clair que c'est un argument qui est non valide. Donc, est-ce que vous voyez maintenant la séparation, la distinction entre raisonnement valide et non valide? Voilà même un troisième exemple pour un raisonnement non valide. Des questions? Donc, pas de questions. Donc, je continue. Alors, all as are bees. X is and B. Hein? Bon, c'est pas un syllogisme. Hein? Parce que syllogisme, vous êtes obligé d'utiliser soit le some ou soit le all, partout. Donc, je vois par exemple que dans la deuxième phrase, j'ai pas some, j'ai pas le all. Et même dans la conclusion, j'ai pas some, j'ai pas le all. Parce que le syllogisme, c'est une partie de la logique des prédicats. Elle ne couvre pas toute la logique, c'est juste une partie. Hein, et en plus, elle est informelle. C'est-à-dire, parfois, tu es obligé de connaître le sens des mots pour dire à la fin si le raisonnement est valide ou bien s'il possède un sens ou non. On a all as are bees. Exemple, tous les boxeurs sont des sportifs. X is an B. Par exemple, Maher, c'est un sportif. Et conclusion, X is an A. Donc, on a conclusion, Maher est un boxeur. Donc, c'est clair que cet exemple, c'est un raisonnement non valide. Et maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on peut créer les moyens
Des moyens mathématiques, ça veut dire des fonctions, des ensembles, des algorithmes, je sais pas, des théories pour trancher, pour faire la distinction entre les raisonnements. Parce que ça, c'est un raisonnement. Soit on l'appelle argument, raisonnement ou bien règle d'inférence. Même règle d'inférence, c'est la même chose. Et parfois, pour raisonner, vous êtes obligé d'utiliser plusieurs règles. Par exemple, j'utilise, supposons les trois règles sont valides. Parfois, pour montrer qu'une conclusion est vraie, vous êtes obligé de faire trois règles différentes. La première règle, la deuxième et la troisième. Donc ça, c'est, disons, les raisonnements complexes. Maintenant, il faut s'assurer que toutes les règles ou tous les arguments sont valides. Parce que sinon, s'il y a au moins une règle qui est non valide, résultat final, il peut être faux, sachant que les conditions sont vraies. Est-ce que c'est clair, les exemples que j'ai faits jusqu'à maintenant? Vous pouvez juste me donner un signal ou la chat ou la pour que j'avance ou non. Alors, je vais voir le volet conversation. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez comme question ou la remarque ou le commentaire. Alors, puisqu'il n'y a pas pas de commentaire, je suppose que tout va bien. Maintenant, je vais reprendre les diapos. Alors, je vais reprendre les diapos. Voilà. J'espère maintenant que la définition, elle est claire. On va essayer de donner tous les moyens. Logique mathématique, c'est l'ensemble des moyens qui peuvent être des modèles, des algorithmes, des concepts, des théories pour faire ou bien pour créer que des raisonnements qui sont valides et faire la distinction entre les choses qui ne sont pas valides et les algorithmes qui sont ou les raisonnements qui sont valides. Bien sûr, la validité, c'est une propriété importante dans la logique mathématique, mais ce n'est pas l'unique propriété. Hein. Même dans le cours, on va voir d'autres propriétés qui vont soutenir la validité, c'est-à-dire qui sont aussi importantes pour créer une méthode de raisonnement, disons, qui est plus ou moins complète. Ouais. Vous avez comme exemple la décidabilité, c'est une autre propriété d'un raisonnement que l'on va étudier. Et vous avez aussi la complétude. Donc, validité, complétude et décidabilité, vous pouvez dire que ce sont les trois propriétés les plus importantes dans la logique mathématique et qu'on essaie de respecter dans tout raisonnement donc proposé. Alors maintenant, puisque vous avez fait déjà, on a déjà fait la définition, maintenant on va donner quand même raconter, disons, l'histoire de la logique mathématique, surtout la logique mathématique, c'est-à-dire qui a commencé, la logique qui a commencé vers la deuxième moitié des années 1800. Okay? Donc, il y a la logique de façon générale, c'est-à-dire formelle et informelle. Donc, informelle, les travaux d'Aristote, ou bien sûr, ils sont largement employés jusqu'à maintenant. Hein. Même Aristote, il a fait un effort considérable pour faire la distinction entre ce qui est valide ou non. Sauf juste qu'il n'y avait pas suffisamment donc, de bagages mathématiques pour faciliter la tâche. Ou bien sûr, elle est beaucoup plus basée sur des astuces qui sont artisanales, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment sérieuses. C'est-à-dire pour faire la distinction entre ce qui est valide et non valide, il a proposé des règles, mais ça veut dire on peut qualifier les règles comme étant du bricolage beaucoup plus que des choses sérieuses. Mais maintenant, les choses sérieuses ont commencé vers la deuxième moitié des années 1800. Il y a aussi un autre point, George Boole. Donc, George Boole, il a proposé donc une méthode de raisonnement, donc une méthode de raisonnement que l'on appelle l'algèbre de Boole. Le travail, il était proposé dans, disons, les années 1600. Même c'est un autre point, mais le point il touchait juste un seul langage. La logique des propositions. Il ne touchait pas le reste des langages. Alors, maintenant, la naissance, ou bien les facteurs qui ont motivé la naissance de la logique mathématique. Alors, là,
tout a commencé, l'histoire a commencé avec, disons, la théorie des ensembles. Alors, il y avait un mathématicien allemand. Donc, on va voir la logique mathématique, elle est créée avec, disons, la majorité écrasante des mathématiciens qui ont créé la logique mathématique, c'était des matheux allemands. Et vous voyez maintenant la force des matheux allemands. Georges Cantor, c'est lui le père, disons, de la théorie des ensembles. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Tout simplement proposer des principes pour définir exactement c'est quoi un ensemble, c'est quoi une fonction, quelles sont les propriétés d'un ensemble. Par exemple, je vous donne un exemple d'une propriété d'un ensemble, la taille. La taille d'un ensemble, c'est une propriété. Maintenant, comment je peux ça veut dire calculer cette propriété liée à la taille? La taille, on va l'appeler bien sûr cardinalité. Et est-ce qu'il y a, quand Cantor il s'était intéressé beaucoup plus dans les ensembles de taille infinie. Qu'est-ce qu'il a découvert? Donc, on a voyé que, c'est-à-dire parmi les conséquences à la théorie des ensembles, bien sûr formalisées, vous allez c'est-à-dire, avoir en tête des choses ou des conclusions, c'est-à-dire des conclusions qui sont vraies, qui sont valides, mais non intuitives. Notez comme un exemple. Vous connaissez l'ensemble des entiers naturels, أعداد طبيعية. Et vous, bien sûr, vous connaissez aussi l'ensemble des entiers relatifs, les أعداد صحيحة, c'est-à-dire طبيعية, ou avec les deux versions, plus et moins. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que la taille, pour vous, est-ce que la taille des entiers naturels, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels, sa taille, pour vous, est-ce que c'est la moitié de la taille des entiers relatifs, ou là, il y a une autre relation, où là, ils sont égaux, la taille des entiers relatifs, elle est égale à la taille des entiers naturels, ou là, il y a une troisième relation, ou là, une quatrième relation. Alors, c'est quoi la relation entre ces deux ensembles? Vous pouvez me parler. Ou Les toujours... nombres Ouais. naturels sont inclus dans les nombres relatifs. Inclus. Ça veut dire qu'ils sont moins nombreux que Oui, les entiers relatifs. هذه هي. Ça veut dire الأعداد الطبيعية oui, قل في العدد تاعهم قل من الأعداد الصحيحة. Est-ce que tout le monde est oui. d'accord? Tout le monde, on peut faire un vote. Bon, malheureusement, on n'est pas en amphi. Si on était en amphi, je pouvais faire même علاش نجموا نعاودوا لها en présentiel. D'habitude, je fais à chaque fois qu'il y a une question délicate, je fais le vote, le tour de table pour avoir juste un sondage. Le pourcentage des étudiants qui sont pour la réponse oui ou les étudiants qui sont pour la réponse non. Et maintenant, je vais vous surprendre. La taille des entiers naturels, elle est égale à la taille des entiers relatifs. هذه هي conclusion. Première conclusion, ou la première conséquence à la théorie des ensembles. طيب قد Ou bien sûr, on n'a pas que les entiers relatifs et les entiers naturels, comme les rationnels, les nombres rationnels, comme on a les nombres entiers, عدد طبيعية, les nombres relatifs, عدد صحيحة, et vous avez les nombres rationnels, اللي هما أعداد الناطقة, اللي هما الكسور, اللي تسميهم نتوما الكسور donc في الترمينال, 2 sur 3, 5 sur 7. على حسابكم عاود نزيدوا مليح. Est-ce qu'il y a un ensemble plus grand qu'un autre ensemble? Par exemple, les entiers, les nombres rationnels ou les entiers. Est-ce qu'ils ont la même taille? Ou là, il y a un ensemble qui est plus grand qu'un autre? Ou bien il y a d'autres choses? Je vais vous surprendre. Ils ont la même taille. Les entiers naturels et les nombres rationnels ont la même taille. Maintenant, on trouve le troisième ou le quatrième ensemble, les réels. Est-ce que les réels sont plus grands que l'ensemble des réels est plus grand que l'ensemble des entiers naturels? La réponse, c'est oui. Donc, c'est Cantor toujours. Donc, Ada Cantor, il nous a donné, donc c'est un génie. Bon, bon malheureusement, il n'y a pas de prix Nobel en maths.
Mais si jamais on a un prix Nobel en maths, donc Hada Cantor, c'est bien sûr le bon candidat. C'est le bon candidat pour le prix Nobel en maths, bien sûr, si ça existe. Mais je pense qu'il y a un autre prix pour. Bon, في l'informatique, l'équivalent du prix Nobel, c'est le Turing Award. Award, ça veut dire prix de Turing. Turing Award, c'est chaque fois qu'un chercheur a un Turing Award, ça veut dire que c'est l'équivalent donc du prix Nobel, mais en informatique. Alors, Cantor, qu'est-ce qu'il a? Il a l'objectif, hein, je reviens en cours, il a proposé des principes, c'est-à-dire des définitions pour le terme ensemble et même, disons, des règles et des postulats pour définir les propriétés des ensembles. C'était ça mon objectif. Wajid Tani, il a, disons, donné donc, une astuce pour montrer que deux ensembles sont égaux ou non. Disons, la méthode de base qui est utilisée jusqu'à maintenant. Il a donné donc, deux méthodes. Bon, la première méthode, ce qu'on appelle diagonalisation de Cantor, elle est toujours utilisée actuellement, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, pour montrer qu'un problème n'est pas décidable. C'est-à-dire, supposons, je vous donne un problème X, je vous demande de le programmer. Par exemple, on a comme problème suivant, il faut programmer un compilateur qui détecte toutes les boucles infinies. On a comme la tâche, bon, si vous n'utilisez pas, ou là, si vous n'êtes pas au courant donc, de la logique mathématique, surtout calculabilité, vous pouvez tenter donc, par erreur de programmer HADTP. Sachant que la réponse ici, donnée par la calculabilité, et le résultat il est basé sur la méthode de diagonalisation de Cantor. Avec diagonalisation de Cantor, je peux vous montrer que le compilateur qui détecte toutes les boucles infinies n'existe pas. C'est-à-dire que le problème n'est pas décidable. La machine ne peut pas faire ou ne peut pas exécuter je ne peux pas programmer un compilateur sur une machine qui détecte toutes les boucles infinies. C'est un problème indécidable. Comment on a démontré que ce problème n'a pas d'algorithme ou n'a pas de programme sur la machine? Tout simplement en se basant sur la méthode de diagonalisation de Cantor. Donc, c'est le premier travail, ça veut dire important de Cantor. Deuxième travail important de Cantor, il a donné donc une définition ou une méthode à suivre pour montrer que deux ensembles sont égaux. Ou bien sûr, c'est la méthode pour montrer que les entiers naturels, les entiers relatifs sont égaux. Et on a utilisé toujours la même méthode pour montrer que les entiers naturels et les nombres rationnels sont égaux. Ou même la même méthode, on l'a utilisée pour montrer que les réels sont plus grands, l'ensemble des réels est plus grand que l'ensemble des entiers naturels. Toujours la même méthode. Ça veut dire, les réels, c'est un superset des entiers naturels. Bien sûr, vous êtes d'accord avec ça. Tous les étudiants sont d'accord que les réels sont plus grands que les entiers naturels, mais vous n'étiez pas d'accord sur le fait que il y a trois ensembles qui sont égaux, malgré que intuitivement, il paraît que les entiers relatifs sont plus grands que les entiers naturels, les nombres rationnels sont plus grands que les entiers donc, relatifs, et ils sont aussi plus grands que les entiers naturels. Mais avec la méthode de Cantor, on a montré qu'il y a une certaine égalité. Donc ça, c'est ce qui est fait dans la théorie des ensembles. Maintenant, comment la théorie des ensembles a initié toute la recherche, toute la naissance de la vraie logique mathématique. La raison, elle est simple. Malgré que c'est un génie, Georges Cantor, c'était vraiment un génie, parce qu'au moins deux exemples de travail vraiment spectaculaires faits par la même personne et qui sont toujours utilisés jusqu'à maintenant. Il a fait, disons, donc, des erreurs. Donc, Georges Cantor, il a fait des erreurs dans sa définition ou sa tentative pour définir la théorie des ensembles. Donc, les erreurs, c'est-à-dire qu'il a
parmi les erreurs faites, notez comme exemple, des erreurs qui sont pas claires. Et ce n'est pas l'unique chercheur qui a fait des erreurs. Hein. Donc, c'est-à-dire début, la fin des années 1800, début des années 1900, qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'il y a pas mal de disciplines mathématiques qui comportaient beaucoup d'erreurs. Ça, c'est la chose qui est grave, qui est très grave. Par exemple, on a découvert des erreurs dans la théorie des ensembles. C'est important la théorie des ensembles parce que toutes les disciplines mathématiques manipulent les ensembles. Manipulent les ensembles. C'est quoi un espace vectoriel? Il contient des composantes qui représentent des ensembles. L'analyse. L'analyse va étudier donc, disons, les fonctions. Déjà, la fonction, c'est quoi? La fonction, c'est un ensemble particulier, pour être plus précis. Si on va étudier toutes les propriétés d'une fonction, dérivabilité, continuité, ainsi de suite, déjà, la fonction, c'est un ensemble particulier. Probabilité statistique, la même chose. Ça veut dire toutes les disciplines. Géométrie, c'est la même chose. Toutes les disciplines comportaient ou les manipulent le concept d'ensemble. Maintenant, si la théorie d'ensemble elle-même contient des erreurs, c'est-à-dire que toutes les maths sont basées sur des choses erronées. Et dans ce cas-là, donc, elle va tomber donc, en faillite. Même chose, même la géométrie, elle était formalisée, c'est-à-dire elle était représentée par des principes, toujours rédigés avec langage naturel, parce que Cantor, il a représenté la théorie des ensembles avec des définitions écrites, je suppose, en allemand et en langage naturel par conséquent. Le langage naturel, comme vous le savez, c'est un langage non ambigu. Il peut, c'est-à-dire déjà présenter donc c'est-à-dire même langage naturel, c'est un mauvais choix pour définir une discipline mathématique. Il faut se compter sur un langage artificiel. Ça, c'est une première erreur. Deuxième erreur, c'est que même si nos définitions ne sont pas ambiguës, elles sont précises, les définitions présentaient donc des erreurs implicites. Notez comme exemple, Cantor, il a défini un ensemble grâce à ce qu'on appelle une propriété, c'est-à-dire un ensemble A, c'est tout simplement une collection d'individus ou bien de membres X, tels que ces membres X respectent une propriété P. Donc, tu fais la définition, elle est valable. Mais en réalité, la définition, c'est une mine d'erreur. C'est un puits d'erreur. Alors, même si la définition, elle peut paraître comme étant, c'est-à-dire valable ou normale, la simple définition d'un ensemble, une collection d'objets X qui vérifie une certaine propriété P, la phrase telle, vérifier une certaine propriété P, elle va, disons, nous générer une source d'erreur, c'est-à-dire non croyable ou incroyable. Alors, exemple d'erreur. Alors, il y avait d'autres chercheurs, d'autres mathématiciens qui ont découvert, les erreurs faites, soit, donc, Euclide, par exemple, un mathématicien Euclide, il a formalisé la géométrie, ça veut dire qu'il a donné des principes pour représenter tous les concepts de la géométrie, ou Cantor, il a donné des principes ou bien des définitions pour représenter la théorie des ensembles. Dans les deux théories, c'est-à-dire ensemble et géométrie, on a découvert pas mal d'erreurs. Par exemple, l'erreur découverte dans la géométrie, ce qu'on appelle postulat de parallélisme. Donc, Euclide, il a proposé 5 définitions ou les 5 principes pour représenter les choses les plus importantes de la géométrie. Et il s'avère que le 5e principe, ce qu'on appelle le postulat du parallélisme ou le principe du parallélisme, le principe, il comportait des erreurs implicites, c'est-à-dire il n'était pas clair au début, mais par la suite, il y a pas mal de mathématiciens qui ont ça veut dire signalé pas mal d'erreurs. La même chose ici, Russell Hada, c'est un mathématicien, je suppose britannique, il a découvert cette erreur. Donc l'erreur, c'est la suivante. Il a par exemple supposé la présence d'un certain ensemble R. Donc R, je peux le créer en fonction de la définition proposée par Cantor.
Par exemple, soit R, un ensemble des ensembles n'appartenant pas à eux-mêmes. C'est-à-dire la définition de R. Bon, après, on va prouver que ce R n'existe pas. Mais malheureusement, la définition du terme ensemble qui est proposée par Cantor ne peut pas exclure cet exemple, cet exemple ce type d'ensemble, les R. Donc, on a la question qui se pose. Supposons que le R existe, c'est-à-dire l'ensemble qui contient tous les ensembles n'appartenant pas à eux-mêmes. Okay? Alors, maintenant, si tu vas supposer que R existe, tu vas toujours générer une contradiction. Okay? Alors, maintenant, la question qui se pose, puisque le R, c'est un ensemble d'ensembles, la question naïve, c'est est-ce que R appartient à lui-même? Maintenant, si tu vas supposer que R appartient à lui-même, je vais déduire une autre conclusion, toujours avec les règles de la logique, que R n'appartient pas à R. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à lui-même. C'est-à-dire si la condition de départ, c'est que R appartient à R, je vais faire des petites manipulations sur cette phrase et à la fin, je vais déduire que R n'appartient pas à R. Maintenant, si je fais, donc ça veut dire que R appartient à R, c'est faux, selon la première démonstration. Maintenant, je vais supposer que R n'appartient pas à R. Maintenant, si R n'appartient pas à R, je vais faire des petites manipulations sur cette condition ou la phrase de départ et à la fin, je vais déduire que R appartient à R. C'est-à-dire, dans les deux cas, dans les deux scénarios, je vais toujours créer une contradiction. C'est-à-dire, si R appartient à R, je vais déduire que R n'appartient pas à R. Et maintenant, dans le deuxième scénario, si R n'appartient pas à R, je vais toujours déduire que R appartient à R. Conclusion ici, c'est que R n'existe pas. C'est-à-dire, si dans les deux scénarios, je vais toujours créer une contradiction, la réponse finale, c'est que R ne peut jamais exister. Maintenant, pourquoi le R a pu exister? Tout simplement parce qu'il y a une faille dans la définition d'un ensemble, ou du terme ensemble. La définition de l'ensemble elle-même, il y a une erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que j'ai défini un ensemble grâce à une propriété. Et ça, c'est faux. Il ne faut pas définir un ensemble grâce à une propriété. Parce que là, j'ai défini R avec la propriété suivante, il y a bon, voilà R. R, c'est l'ensemble des objets X. Je ne sais pas si tout le monde voit diapo 3. Est-ce que tout le monde voit diapo 3? Oui, monsieur. Ouais. Voilà la définition de R. R, c'est l'ensemble des objets X tel que X n'appartient pas à X. Hadi la propriété, c'est notre propriété, c'est X n'appartient pas à X. Donc, d'après la définition de Cantor, donc ça, c'est un ensemble valable parce que j'ai défini R comme étant un ensemble d'objets X et l'objet X vérifie cette propriété, c'est que X n'appartient pas à X. Donc, ce qui fait que je suis complètement compatible avec la définition de Cantor. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a découvert? Que le R ne peut jamais exister. Parce que tout simplement, si tu vas remplacer head X par R, par exemple, j'essaie de dire est-ce que R appartient à R ou non? C'est-à-dire, est-ce que R, c'est un élément de lui-même? Maintenant, si tu vas remplacer X par R, maintenant, la condition pour que R appartient à R, c'est-à-dire pour que R appartient à R, il faut qu'il remplisse cette condition. La condition, c'est que R n'appartient pas à R. Ça veut dire que pour R, que R appartient à R, il suffit que R n'appartient pas à R. Bon, c'est une équivalence qui est toujours... Voilà, c'est une équivalence qui est toujours fausse. Ça veut dire, c'est comme si tu dis 1 est équivalent à 0. Parce que si la première est vraie, c'est-à-dire que sa négation, elle est fausse, c'est 0. Et si la première, elle est fausse, sa négation, elle est vraie. Dans les deux cas, vous avez soit 0 est équivalent à 1 ou la 1 est équivalent à 0. Dans les deux cas, ça, c'est une phrase qui est toujours fausse. Ça veut dire que à partir de cette définition de R, cette proposition, j'ai généré une contradiction. L'IA, R appartient à R, est équivalent à R n'appartient pas. Donc la conclusion, c'est que R ne peut jamais exister. Et si R ne peut jamais exister, c'est-à-dire qu'il faut redéfinir la théorie d'ensemble créée par Cantor. Donc, ce qui est
la personne qui a écrit disons, les principes, parce que Cantor, je pense qu'il a écrit ses définitions en allemand, puisqu'il est allemand. Ben, déjà, un autre mathématicien, c'est Frege, toujours allemand. Et c'est lui qui a créé la logique des prédicats, le langage que l'on va étudier dans le deuxième chapitre. Maintenant, avec la logique des prédicats, je peux écrire, disons, la majorité des phrases écrites en allemand. Ou toutes les phrases écrites en allemand, on peut la majorité, pas dire que toutes les phrases, la majorité des phrases en langage naturel, pas forcément en allemand, on peut les réécrire en logique des prédicats. Logique des prédicats, son avantage, c'est qu'il est formel, il est exact et il est précis. Ça veut dire, pour une même phrase, je vais obtenir un seul sens. Je ne peux pas obtenir deux sens, là, trois sens, par opposition au langage naturel. Donc, c'est Frege qui a représenté tous ces principes-là avec la logique des prédicats. Malheureusement, lorsqu'il a imprimé c'est-à-dire le bouquin ou le livre qui représentait, ça veut dire que moi, l'étudiant qui imprimait le master, supposons il a fait le master de Tsa'a, lorsqu'il termine l'impression de son mémoire, et j'ai un autre étudiant, il dit راك غلط كامل الشيء اللي راك كاتبه في الميموار تاعك راك غلط فيه. Et c'était ça ce qui était fait. Lorsque Frege a terminé l'impression de son livre qui représentait donc la théorie de Cantor pour les ensembles, mais en logique, mais écrite en logique des prédicats, pas mal donc de messages, bien sûr pas en mail actuel, mais je suppose par voie postale. Il a reçu pas mal de mails qui disaient que son ouvrage comportait beaucoup d'erreurs. Et c'était ça, donc, disons, la première faille, disons, l'histoire de la logique mathématique. Pour cette raison, il y a un troisième mathématicien, toujours allemand, c'est Hilbert. Lorsque Hilbert est rentré donc en contact avec tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? En 1900, il a fait une conférence sur les maths. Il a, disons, dressé ou spécifié 23 problèmes. Donc, les 23 problèmes ont comme but l'ensemble de tous ces problèmes, ou disons l'objectif le plus important de tous ces problèmes, c'est montrer que les maths ne sont pas erronés. Ça veut dire créer des principes ou des définitions ou des représentations écrites en logique des prédicats, bien sûr, parce que logique des prédicats, c'était le langage le plus fort à cette époque. Et chaque discipline va être écrite en logique des prédicats qui va représenter, disons, les grandes lignes de cette discipline. Hein. C'est-à-dire toutes les choses qui sont valides, ou tous les principes valides dans n'importe quelle discipline mathématique, que ce soit, par exemple, l'algèbre, analyse, probabilité, statistique, géométrie. Tout ça, il faut représenter toutes ces disciplines avec des principes écrits en maths, mais qui ne sont pas erronés. Donc, c'est ça l'objectif principal. Je suppose que le deuxième ou le troisième problème, c'est écrire, c'est-à-dire c'est écrit explicitement, c'est écrire juste une partie, disons, donc, de l'analyse, l'arithmétique, oui, représenter juste l'arithmétique, les entiers naturels, plus les opérations standards, la somme, la soustraction, la multiplication, ainsi de suite, représenter tout ça avec des principes formels. Donc, les principes formels, on les appelle théories axiomatiques. Donc, l'objectif principal d'Hilbert, c'est axiomatiser toutes les disciplines mathématiques, c'est-à-dire représenter chaque discipline par un certain nombre de principes. Par exemple, actuellement, ou les années 30, il y avait deux mathématiciens qui ont réussi à écrire, disons, 9 principes, 7 les formules, 9 règles, en quelque sorte, qui vont représenter fidèlement et sans erreur la théorie des ensembles. C'est-à-dire ce qui est fait par Cantor et qui contenait des erreurs et reconduit par Frege et toujours ça contenait des erreurs. Ça, c'est réécrit par d'autres chercheurs, d'autres mathématiciens. Ils ont écrit 7 les principes, 9 principes ou bien 9 axiomes. Maintenant, les 9 axiomes vont représenter fidèlement la théorie des ensembles, c'est-à-dire ils vont définir donc c'est quoi un ensemble et c'est quoi ses propriétés. Vous voyez que le problème parfois il paraît simple,
Il faut juste définir le terme ensemble et quelles sont ses propriétés, mais avec des principes qui ne contiennent pas des erreurs. Heureusement, on a fait ça vers les années 1930 et c'est accepté jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun chercheur qui a présenté une erreur sur cette théorie axiomatisée pour les ensembles. Disons l'appelle ZFC. ZFC parce que il y a deux mathématiciens qui ont créé donc cette théorie ZFC et vous pouvez voir les actions. Hein? Alors, donc ça, c'est donc disons, on a répondu quand même à un problème parmi donc toutes les questions posées par les mathématiciens. Donc on a représenté donc de manière axiomatique et sans erreur la théorie des ensembles, mais on n'a pas pu faire ça pour le reste des disciplines. Par exemple, l'un des problèmes posés par Hilbert, c'est représenté avec une théorie axiomatique juste l'arithmétique, c'est-à-dire juste les entiers naturels avec les opérations standards, les la somme, multiplication, soustraction, ainsi de suite. Et montrer, bien sûr, alors, à chaque fois qu'on fait donc une théorie axiomatique, c'est-à-dire un certain nombre de principes, il faut montrer que ces principes sont consistants. C'est-à-dire que les principes, ils ne peuvent pas générer des choses donc erronées. Okay? Alors, malheureusement, donc, on n'a pas pu faire ça pour l'arithmétique. Et par la suite, je suppose dans le 1931, il y avait un chercheur toujours mathématicien, cette fois-ci de l'Autriche, Mennemsa, donc Tufori Jouarin, presque allemand, ils ont déjà presque le même langage. Il a montré avec une preuve que, en général, tu peux pas montrer une certaine discipline mathématique axiomatisée, elle est consistante, c'est-à-dire elle ne contient pas d'erreur. C'est-à-dire il est impossible de montrer qu'une certaine discipline mathématique, bien sûr assez complexe, c'est-à-dire elle contient au moins l'arithmétique, c'est-à-dire n'importe quel domaine mathématique qui contient au moins l'arithmétique, c'est-à-dire les entiers naturels plus ces opérations. Il n'est pas possible de montrer que cette discipline, c'est-à-dire que tu ne peux pas montrer par exemple que l'analyse ou l'axiomatisation de l'analyse est consistante. C'est-à-dire avec ces actions, tu ne peux pas générer une phrase A et une phrase non A en même temps. Tu ne peux pas générer un certain fait et sa négation en même temps. Tu ne peux pas montrer que ce scénario n'est pas faisable. Donc, on l'appelle théorème d'incomplétude et ce théorème, il a mis une fin, disons, dramatique au, disons, donc, le parcours ou le projet ambitieux de Hilbert. Donc, Hilbert, il voulait montrer que toutes les mathématiques sont cohérentes ou consistantes. Malheureusement, on avait donc un théorème qui nous dit que tu ne peux pas montrer ça. C'est-à-dire, même si on croit à 100% que toutes les disciplines mathématiques ne sont pas erronées, on ne peut pas démontrer ça. On ne peut pas démontrer ça. Il y a une démonstration qui nous dit que tu ne peux pas démontrer ça. C'est ça ce qui est grave. C'est-à-dire ici, il faut juste croire que les maths ne contiennent pas d'erreur, mais on ne peut pas montrer. On ne peut pas montrer donc, que les maths ne sont pas erronées en utilisant les maths. Donc, il y a en quelque sorte le théorème de Gödel, l'Autrichien, qui a donc donné son théorème, qui a mis une fin dramatique, donc, disons, au programme d'Hilbert. Bon, il n'y a pas que le paradoxe de Russell. Dans la pratique, vous avez plusieurs types de paradoxes. Voilà un autre paradoxe, mais on ne va pas s'attarder donc, sur ce paradoxe. Paradoxe, en quelque sorte, c'est quoi? Eh bien, paradoxe, soit une seule phrase ou un groupe de phrases qui vont toujours générer une contradiction. Par exemple, ça, c'est une phrase. Il y a une version anglaise, il y a une version française, même il y a une version arabe. Bon, je vous laisse le soin de faire ou de créer la version arabe. C'est-à-dire le même paradoxe, mais traduit en arabe. Là, comme la version anglaise, puisque le ministère nous encourage à faire l'enseignement en anglais. This is the English paradox.
The phrase can be donc stated as follows. The smallest positive integer not definable in fewer than 12 words. عاد فهمها لكم. Je suppose l'existence. واش نعتبر هنا؟ نعتبر باللي كاين ان اونتيي كاين عدد طبيعي صاي صغير غير ما كاش واحد تحته. Je peux trouver un nombre naturel qui est tellement petit que je ne peux pas voir un autre naturel plus petit que celui-là et qui vérifie la propriété suivante. The smallest positive integer not definable in fewer than 12 words. Supposons, je vais créer un entier naturel que je vais le définir avec des mots. Ça y est? Bon, peut-être que je vais laisser le paradoxe pour peut-être la séance en présentiel parce qu'il va nous demander beaucoup de temps. Oui, il me reste qu'un quart d'heure. Je préfère que je vais faire des choses plus sérieuses que celui-là parce qu'on a déjà présenté le paradoxe à week-end. Bon, il y a un nombre assez élevé de paradoxes. C'est pour les paradoxes formule logique ou la mathématique logique sur Google ou là sur YouTube ou là, je sais pas si ça existe sur Facebook et vous allez découvrir donc pas mal de paradoxes. L'essentiel là c'est quoi? Je vais supposer l'existence d'un certain nombre particulier, un entier particulier qui vérifie une certaine propriété. La propriété c'est que il n'est pas défini en moins de 12 mots et c'est le plus petit dans sa catégorie. Ça veut dire, parmi tous les entiers naturels qui sont définis avec 12 mots ou bien plus, supposons, je vais lister tous les entiers naturels qui sont définis avec, disons, plus de 12 mots, ça veut dire 13 mots ou bien plus. Le son. Monsieur, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ouais, tant mieux. Alors, le paradoxe, c'est quoi? Le paradoxe, c'est que la définition elle-même de cet entier, maintenant, j'ai supposé que j'ai pu construire cet entier. J'ai pu détecter ou bien trouver ou bien localiser cet entier. Le paradoxe, c'est quoi? C'est que si je compte le nombre de mots de cette définition, on va compter le nombre de mots. 1, the 1, smallest 2, positif 3, integer 4, not 5, definable 6, in 7, fewer 8, then 9, 12, 10 et words 11. Donc, il est défini avec 11 mots. Donc, ça, c'est une contradiction. Donc, c'est ça la contradiction. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai localisé un certain nombre entier qui ne sera défini qu'à travers 12 mots ou bien plus. Je ne peux pas le définir avec moins de 12 mots. C'est-à-dire que je ne peux pas définir mon entier avec 11 mots ou la 10 mots ou la 9 mots. Et j'ai bien localisé cet entier. Le problème, c'est quoi? C'est la définition elle-même. Si je vais compter ces mots, elle contient que 11 mots. Donc, ça veut dire qu'il y a une contradiction. Donc, c'est bon, même si vous n'avez pas compris le paradoxe de Berry, ce n'est pas grave. Peut-être qu'on va le faire dans les séances en présentiel. Alors, on a déjà parlé de ça, diapo 5. On a dit que Hilbert a proposé un programme dans une certaine conférence, c'est-à-dire suite aux erreurs soulevées
dans le travail de Cantor, c'est-à-dire la définition, l'essai ou la tentative de définir la théorie des ensembles, on a découvert des erreurs et ceci a initié ou a encouragé Hilbert, un autre mathématicien allemand, de faire un programme assez ambitieux. Et son objectif, c'est tout simplement montrer que chaque discipline mathématique axiomatisée, c'est-à-dire représentée avec des axiomes, c'est-à-dire des définitions exactes, écrites, je suppose, en langage de la logique des prédicats. Et pour votre information, la logique des prédicats, elle est créée vers les années 1880. C'est-à-dire avec la période 1880 jusqu'à 1889, le mathématicien Frege a créé ce langage. Et c'était le langage le plus, ça veut dire, adéquat pour représenter toutes les disciplines mathématiques. Alors, parmi ces problèmes-là, les 23 problèmes, il faut juste montrer de ces problèmes, c'est montrer que l'arithmétique, c'est-à-dire l'arithmétique, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les propriétés des entiers naturels. Les entiers naturels plus leurs propriétés, on ne peut pas montrer que cette théorie ne peut pas générer des erreurs ou elle ne peut pas générer des paradoxes. On n'a pas pu faire, on n'a pas pu montrer que l'arithmétique est consistante, bien cohérente. Et en 1931, on a une preuve qui nous dit que tu ne peux pas montrer que l'arithmétique est toujours consistante. Ça ne veut pas dire que l'arithmétique n'est pas consistante. On ne peut pas montrer qu'elle est consistante. C'est-à-dire, on croit qu'elle est consistante. Je ne sais pas. Par exemple, par exemple, on a un prochain match, l'équipe nationale possède un prochain match contre, par exemple, Niger d'ici 3 jours ou là. Par exemple, tout le monde croit qu'on ne va pas perdre. Mais on ne peut pas montrer. On ne peut pas montrer qu'on ne va pas perdre, bien que tout le monde croit qu'on ne va pas perdre. Donc, c'est ça la situation. L'arithmétique, elle est consistante, mais on ne peut jamais montrer que l'arithmétique est consistante. C'est-à-dire, tu ne peux jamais montrer que les règles qui représentent l'arithmétique ne peuvent pas créer une contradiction. Et c'est en 1931 qu'on a montré une preuve qui nous dit qu'on ne peut pas prouver la consistance de l'arithmétique. Maintenant, on va définir des termes importants dans notre module. Vous avez le terme proposition et vous avez aussi le terme prédicat. Proposition, c'est quoi? C'est une phrase qui est déclarative et qui est soit vraie, soit fausse. Donc, vous avez deux propriétés. C'est une phrase, un énoncé, qui est déclaratif. Alors, lorsqu'on dit déclaratif, ça veut dire que je vais exclure, parce que dans le langage naturel, tu as grosso modo quatre types de phrases. Vous avez les phrases déclaratives, c'est une phrase dans laquelle tu vas affirmer une certaine propriété ou infirmer une certaine propriété. Par exemple, lorsque tu dis la Terre est ronde, j'affirme que la Terre possède la propriété ronde. Ou bien tu vas infirmer la propriété, ou plutôt la Terre n'est pas ronde, ou la Terre n'est pas plate. Donc là, c'est une affirmation. Donc dans les deux cas, c'est une déclaration. C'est-à-dire, il y a un objet et je déclare que cet objet possède une certaine propriété. Ou là, il ne possède pas une certaine propriété. Donc ça, c'est déclaration. Et qui est soit vrai, soit fausse. Ça veut dire qu'à la fin, j'ai la phrase, c'est une phrase déclarative, mais à la fin, je peux dire qu'elle est vraie ou fausse. Parce que je peux avoir des phrases qui sont déclaratives, mais je ne peux pas dire si elles sont vraies ou fausses. Et je vous donne des exemples. Par exemple, la Terre est ronde, c'est une proposition. Assertion, proposition, c'est la même chose. Hein? C'est des synonymes. L'amphi est fermé, c'est déclaratif et je peux dire que la phrase est vraie ou fausse. Tout simplement, je vais regarder donc la porte de l'amphi. Si elle est fermée, elle est vraie. Si elle n'est pas fermée, elle est fausse. Tout le monde est présent. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes 200, les gens qui sont présents, c'est 78. Je peux dire que cette phrase-là, elle est fausse. 3 plus 4 est égal à 8, c'est une phrase fausse. Ou là, c'est une proposition, mais en même temps, elle est fausse. Hein? Maintenant, ce qui est écarté des propositions. Il y a 3 types de phrases qui sont écartées. Vous avez les ordres, donc les énoncés impératifs.
les ordres ne sont pas des propositions parce qu'ils ne sont pas déclaratifs. Je ne peux pas dire si un ordre est vrai ou faux. Lorsque je dis ferme la fenêtre, je ne peux pas dire que la ferme la fenêtre elle est vraie ou fausse parce que c'est un ordre. Est-ce que les questions sont la même chose? Je ne peux pas dire ici une question est vraie ou fausse. Une question, soit elle est honorée, c'est-à-dire j'ai répondu à une question ou là j'ai pas répondu à une question. Vous savez? Donc, c'est-à-dire ici, la question ne peut pas être vraie ou fausse. Quelle belle fenêtre. Donc ça, c'est un sentiment. Donc là, vous avez les phrases interrogatives. Deuxième type de phrases qui ne sont pas déclaratives et par conséquent, ce ne sont pas des prédicats. Et quelle belle fenêtre, c'est un sentiment. Je ne peux pas juger un sentiment s'il est vrai ou faux. Hein? Donc le sentiment, il est subjectif. Hein? Une chose qui est, c'est-à-dire belle pour moi, elle est mauvaise pour une autre personne, et ainsi de suite. Pour cette raison, je ne peux pas dire que c'est faux ou bien c'est vrai parce que c'est une exclamation. Autre exemple, il est présent, c'est une phrase déclarative. Donc, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une exclamation et ce n'est pas une question. Mais en même temps, ce n'est pas une proposition. Bien que c'est déclaratif parce que j'affirme la propriété présent pour le pronom il. Le problème, c'est que je ne peux pas dire si elle est vraie ou fausse parce que tout simplement, je ne connais pas le il. Donc, il va représenter le rôle d'une variable. C'est comme si je dis X est présent. Alors, je ne peux pas dire que X est présent est vrai parce que tout simplement, je ne connais pas X. Maintenant, lorsque je remplace X par un individu bien déterminé, je remplace X par Mohamed ou Ali ou là, je sais par exemple que Mohamed est présent. Dans ce cas-là, cette phrase-là, elle va devenir une proposition. Mais à l'état actuel, c'est un prédicat. Donc là, j'ai défini un deuxième concept, c'est prédicat. Prédicat, c'est quoi? C'est une relation. Ici, la relation, c'est présent. La relation présent, elle contient un seul argument. C'est présent entre parenthèses il ou le présent entre parenthèses X. C'est-à-dire X est présent. Et bien sûr, la relation peut avoir plusieurs arguments, pas forcément un seul argument. Et lorsque je remplace tous les arguments de la relation par des individus concrets, dans ce cas-là, la relation va être représentée par une proposition. C'est-à-dire une proposition, elle est égale à un prédicat si tous les arguments sont représentés par des objets concrets. La même chose ici, un est premier, c'est un prédicat, mais ce n'est pas une proposition, parce que je ne peux pas dire que cette phrase est vraie ou fausse, bien qu'elle est déclarative. Parce que je ne connais pas le n. Si je remplace n par 3, donc dans ce cas-là, elle est vraie, et c'est une proposition. Si je remplace n par 6, elle est fausse, et c'est toujours une proposition. Donc, je peux avoir une proposition qui est fausse, il n'y a aucun problème. Mais à cet état, n est premier, ce n'est pas une proposition, c'est un prédicat. La même chose ici, c'est un prédicat, mais ternaire. Il contient 3 arguments. Le premier argument, c'est X. Le deuxième argument, c'est Y. Le troisième argument, c'est 10. Maintenant, la relation, c'est supérieur. J'ai bien dit que le prédicat, c'est quoi? C'est une relation qui va lier un ou plusieurs arguments. Dans cet exemple, on va lier 3 arguments. 2 variables plus une constante. Maintenant, si tous les arguments, ce sont des constantes, ce sont des entiers concrets, elle va devenir une proposition. Tant qu'il y a une variable, c'est un prédicat. Dernier exemple, cette expression donc est fausse. Alors, ça, ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas une proposition pour la simple raison, malgré que c'est une phrase déclarative. Parce que cette proposition est fausse, ce n'est pas une question, ce n'est pas une exclamation et ce n'est pas un ordre. Donc, c'est une phrase déclarative. J'affirme que la propriété possède la valeur de vérité fausse. Le problème, c'est quoi? C'est que je ne peux pas calculer la valeur de vérité. Il ne faut pas oublier que j'ai deux propriétés à respecter. C'est la propriété de déclarativité et la propriété d'être calculable. C'est-à-dire, je peux calculer soit la valeur true ou bien la valeur false. Ici, je ne peux pas calculer la valeur de vérité de cette phrase-là. Parce que, tout simplement, je vais générer un... Donc, on a, en quelque sorte, la phrase hadi. Cette expression est fausse. Elle est ni vraie ni fausse. Parce que si je considère que cette phrase, elle est vraie, c'est-à-dire je dis
il est vrai que cette expression est fausse. Qu'est-ce que vous allez déduire? Je vais terminer avec cet exemple. Si je dis il est vrai que cette expression est fausse, qu'est-ce qu'on va déduire? Lorsque je dis il est vrai, c'est-à-dire je suppose que la phrase est vraie. Il est vrai que cette expression est fausse. Donc je vais déduire que la valeur de vérité de cette phrase-là, c'est faux. Parce que je dis il est vrai que cette expression est fausse. Donc la conclusion, c'est faux. Maintenant, La proposition est fausse. ce n'est pas une proposition pour la simple raison que je ne peux pas attribuer la valeur 1 pour cette phrase et je ne peux pas attribuer la valeur 0 pour cette phrase. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit? J'ai déduit. C'est-à-dire, si la valeur de vérité de cette phrase est 1, j'ai déduit que sa valeur de vérité, c'est 0. Il est vrai que cette expression est fausse, mais qu'elle est fausse. C'est-à-dire, sa valeur de vérité, c'est 0. Maintenant, je suppose qu'elle est fausse. Je dis, il est faux que cette expression est fausse. Il est faux que cette expression est fausse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va déduire? Il est faux que cette expression est fausse, mais qu'elle est vraie. Donc, c'est La vrai. valeur de vérité de cette phrase, c'est 1. C'est-à-dire, si je commence avec 0, je vais terminer avec 1. Si je commence avec 1, je vais terminer avec un 0. Maintenant, la chaîne ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, 1 implique 0, ensuite 0 implique 1, ensuite 1 implique 0. Donc, il y a une chaîne infinie. Ça veut dire, si je suppose qu'elle est vraie, je vais déduire qu'elle est fausse. Si je suppose qu'elle est fausse, je vais déduire qu'elle est vraie. Si je suppose qu'elle est vraie, je vais déduire qu'elle est fausse. C'est-à-dire qu'il y a une infinité d'implications. 1 implique 0, 0 implique 1. Conclusion, c'est qu'elle est ni vraie ni fausse. La conclusion, c'est qu'elle est ni vraie ni fausse. Alors, à chaque fois que tu as une phrase qui est ni vraie ni fausse, on va l'appeler paradoxe. Donc, le paradoxe, c'est une phrase qui est ni vraie ni fausse. Qui est ni vraie ni fausse. Alors, le paradoxe, maintenant, la raison de le paradoxe, c'est quoi? C'est l'autoréférence. Cette expression, ça veut dire dans la phrase elle-même, il y a des mots qui vont pointer sur la même phrase. C'est-à-dire il y a deux mots, cette expression, qui vont pointer, qui vont représenter un pointeur sur la même phrase. Donc, ce qu'on appelle l'autoréférence. À chaque fois que tu as l'autoréférence dans une phrase, tu as une forte chance qu'il va s'agir d'un paradoxe et automatiquement, ce n'est pas un prédicat. Plutôt, ce n'est pas une proposition. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les propositions. Donc, on va terminer maintenant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.